suis très heureux de recevoir Michèle Rivasi, que tous les lecteurs du Courrier des Stratèges connaissent et m'ont demandé d'interviewer de longue date, car vous êtes une des héroïnes avec votre collègue consoeur Virginie Joron, qui n'est pas du même groupe politique. Vous êtes quand même l'une des héroïnes et l'une des icônes de la lutte pour les libertés publiques au Parlement européen. Je voulais que vous devez partir très rapidement. Merci de me recevoir. Vous devez aller siéger à la commission spéciale Covid. Il y a un ordre du jour chargé. Vous parlez en premier. Est-ce que vous pouvez dire aux lecteurs du courrier de quoi vous allez parler à la commission? Eh bien, tout à l'heure, je vais parler de la transparence. Parce qu'on nous dit qu'il faut avoir confiance au niveau de ces institutions, ce qui est vrai. Mais pour avoir confiance dans ces institutions, il faut que les institutions nous renvoient les informations. Or là, on est dans un blocage total. On nous a fait voter en tant que députés européens le budget pour faire en sorte à ce que différents laboratoires sortent un vaccin, sauf que on ne sait pas combien l'Europe a donné à chaque labo et quelle est la traçabilité de cet argent. Est-ce qu'il est allé, par exemple, pour la fabrication du vaccin, pour la mise en place des industries pour fabriquer ce vaccin? On ne sait rien. Le rapport de la Cour des comptes européenne ventilait les dépenses labo par labo. Ah non, non. Ils n'ont pas... Enfin, peut-être qu'eux l'ont su, mais ce n'est pas dans le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle s'est intéressée au SMS qu'a envoyé la présidente de la Commission européenne au directeur du laboratoire Pfizer. Vous savez que c'est une information qui est sortie par des journalistes, que le journaliste a saisi la médiatrice européenne dans un premier temps pour dire il y a eu des SMS qui ont été passés, qu'y a-t-il dans ces SMS? En premier lieu, la Commission a dit mais les SMS ne sont pas des documents, je dirais, professionnels. Ce en quoi la médiatrice a dit, mais les SMS, c'est des documents au même titre que des mails, au même titre que des documents papier, etc. Et la Commission a dit après, on a perdu ces SMS. Bon. Après, la Cour des comptes a été saisie. Et elle a demandé tous les documents concernant les contrats. Et au niveau des contrats, elle a eu accès au premier contrat avec Pfizer, au deuxième contrat avec Pfizer, mais le troisième, qui était le plus important puisqu'il correspondait à une commande de 1,8 milliard de doses. On savait grosso modo que la somme était autour de 35 milliards d'euros. Pourquoi on n'a pas accès à tous les documents intermédiaires ? Parce qu'on a appris qu'il y avait des comités de pilotage qui recevaient les labos, vous voyez, qui établissaient à peu près le prix, les conditions, et qu'après, les États membres votaient le contrat final. Eh bien, tous ces éléments intermédiaires, ils ne sont pas présents. Et la Cour des comptes n'a pas eu accès à ça. Donc, vous voyez, ils n'ont pas eu accès aux quantités d'argent. On l'a su qu'après coup en salle de consultation, parce qu'on l'a demandé, nous députés européens, et on a su, alors c'est en plus des informations qui soi-disant sont confidentielles, on a su à peu près combien avait été donné. Mais on n'a pas le rapport pour savoir cet argent, où est-ce qu'il est allé, précisément. Alors justement, dans le cadre de l'affaire Qatargate, beaucoup de citoyens européens ont découvert qu'au fond, la corruption était une réalité des institutions européennes, du Parlement, en tout cas du groupe socialiste, mais on peut penser que d'autres groupes ont été concernés. Et est-ce qu'on peut penser que la Commission européenne elle-même a pu être guidée dans ses choix par des conflits d'intérêts sur le choix des laboratoires, sur le choix des vaccins, sur les prix, sur les quantités commandées? Écoutez, la Commission européenne avait mis en place une procédure. Il y avait d'abord le groupe de négociation de 7 experts qui avaient été pris dans différents membres et ils n'ont pas voulu nous donner le nom de ces experts. Après, il y avait un comité de pilotage. On ne sait pas toujours le nom de ces experts. Donc, si vous voulez, il y a un truc qui ne va pas, c'est que si vous ne savez pas, par exemple, qu'il y a des experts qui ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, où justement on peut se jouer, si vous voulez, des accords privilégiés. Si vous n'avez pas accès au SMS de la présidente de la commission, qui a peut-être directement négocié avec Pfizer, vous voyez, le troisième contrat, eh bien, il peut y avoir une source de corruption. Troisième élément, je l'avais déclaré d'ailleurs dans la commission spéciale Covid, j'apprends que son mari, la présidente de la Commission européenne, avait un laboratoire aux États-Unis, Organesis,
Et il a installé des filiales dans différents pays européens, dont l'Italie, dont l'Allemagne, dont les Pays-Bas et dont la Grèce, et que cette filiale recevait de l'argent européen. Mais c'est un délit d'initié. Vous voyez, il y a, si vous voulez, là où moi je suis très sceptique et je demande vraiment la transparence totale, parce que je crois aux institutions européennes. Mais vous avez vu le Qatargate, quand on a appris que certains de mes collègues avaient reçu de l'argent de pays tiers pour jouer sur des amendements qui étaient défavorables au Qatar, mais demain on va peut-être apprendre la même chose sur le Maroc ou sur l'Azerbaïdjan. Ça vous a surpris cette affaire ? À ce point, oui. J'aurais jamais imaginé que des sommes d'argent aussi importantes puissent être données, voyez, à des députés européens pour alléger ou pour supprimer des amendements qui étaient critiques sur certains États. J'aurais jamais imaginé que ça soit vous voyez, à ce niveau-là. Mais vous aviez entendu parler de la corruption quand même au Parlement. Ah mais la corruption, mais d'ailleurs le groupe des Verts la dénonce tout le temps parce que souvent, il y a des choses qui se font, mais il n'y a pas de sanctions. Vous voyez, c'est un peu le système name and shame. On dit, par exemple, telle personne avait des conflits d'intérêts, ou ça s'est passé d'ailleurs dans l'histoire que un responsable, par exemple, de l'Agence européenne des médicaments avait, avant la fin de son contrat, monté une espèce de cabinet pour donner des informations au laboratoire. Mais c'est interdit. Mais est-ce qu'il y a eu des sanctions? Non. C'est name and shame, c'est-à-dire que la personne, elle est marquée. Mais, je veux dire, c'est quoi les conséquences pour sa vie? Aucune. Donc, les Verts avaient toujours, et depuis, toujours demandé une transparence totale, qui ait un organe, vous voyez, qui ait les moyens de faire des enquêtes, qui ait les moyens de contrôler et de sanctionner. S'il n'y a pas de sanction, vous voyez, on apprend que des députés reçoivent de l'argent. La commission, pourquoi, et là ça a été une demande de la commission Covid, on demande à ce que M. Bourla, qui est président de Pfizer, vienne s'expliquer. Il a refusé deux fois. Il a refusé de venir. Une deuxième fois, on l'invite, il refuse de venir. Eh bien, on a demandé à ce que Pfizer ne mette plus les pieds au niveau du Parlement européen. On demande maintenant... Est-ce que ça a un vrai impact? Plein de gens se disent, mais vous allez juste supprimer leur badge, et en fait, ils s'en foutent. Ils continueront à rencontrer les députés à l'extérieur, dans les cafés autour, dans les restaurants chics de Bruxelles. Oui, mais de rentrer dans l'institution, si vous voulez, ça... c'est pas de connaître certains députés qu'on peut recevoir. Ici, vous pouvez rencontrer tous les députés de tous les groupes politiques. Et puis le fait qu'ils soient dans les couloirs, les gens reconnaissent, vous voyez, que le lobby, par exemple, de ces labos est là. Alors, c'est vrai qu'ils auront des parades, mais inviter, par exemple, la présidente de la Commission européenne qu'elle vienne s'expliquer sur les SMS qu'elle a passés, puisqu'on ne sait rien là-dessus, eh bien, ça a été maintenant demandé par la présidente du Parlement européen. Donc c'est une vraie demande officielle pour qu'elle vienne s'expliquer. Est-ce qu'elle va venir? Eh bien écoutez, je sais que dans les couloirs, elle n'est pas contente du tout d'être convoquée à la commission Covid. Mais si elle veut répondre à l'opacité, dans le cadre de Qatargate, où des députés ont été pris la main dans le sac avec de l'argent, il faut qu'elle vienne s'expliquer. Elle aura peut-être des explications sur la pression qu'elle a subie, sur le fait qu'elle avait peur que ses doses aillent ailleurs. Enfin, j'en sais rien, moi, mais c'est à elle, elle doit s'expliquer devant les députés européens. Dans la pratique, tout le monde a suivi votre combat très courageux contre le lobby pharmaceutique qui a imposé beaucoup de choses. Est-ce que vous avez subi beaucoup de pression en dehors de celle de votre groupe parlementaire ou celle de vos amis écologistes qui n'ont pas toujours été tendres avec vous? Mais écoutez, je pense que cette pandémie, elle n'était pas simple à gérer. D'abord, elle a surpris tout le monde. On a été confinés, on a perdu des droits fondamentaux. Et je trouve que il y a eu quand même plein de choses qui n'ont pas été expliquées et des choses qui étaient du domaine scientifique. Les gens pensent que parce qu'on est dans le monde scientifique, tout le monde est d'accord. Mais non. On a vu qu'il y avait une controverse scientifique. Parce que ces vaccins, ils n'étaient quand même pas ordinaires, les vaccins à ARN messager. C'était la première fois qu'on employait sur des milliards d'individus dans le monde
un vaccin qui durait aussi peu de temps, vous voyez, 3 mois, qui avait un ARN messager qui fabriquait au sein de nos cellules, vous voyez, une protéine pour fabriquer des anticorps, donc ça c'était quand même très nouveau, et qu'il y avait des effets secondaires. Plutôt que de discuter avec des experts sans conflit d'intérêt, c'est-à-dire, vous voyez, il ne fallait pas qu'ils viennent des laboratoires pharmaceutiques, avec des citoyens qui se posaient des questions, on a préféré, vous voyez, aller comme dans une autoroute et circuler, il n'y a rien à voir. Comment vous expliquez ça? Eh bien, j'avoue que moi j'ai été assez choquée du fait que mes questions, parce que moi j'ai une formation scientifique, je formulais des questions, eh bien c'est des questions qui dérangeaient. Quand j'ai dit attention, vous allez faire un pass sanitaire, donc vous allez mettre d'un côté les vaccinés, de l'autre côté les non vaccinés, d'où mon terme d'apartheid vaccinal, comme il y a un apartheid vaccinal entre les pays du Nord et les pays du Sud. Pour les gens, mais ça a été un tsunami d'avoir dit ça. Vous assumez toujours ce terme ou pas? Mais bien sûr que je l'assume. Vous a valu quelques remarques désagréables. Tout à fait. Mais je l'assume parce que pour moi, c'était une discrimination. On discriminait les gens. Et en plus, quand vous regardez la définition de Larousse, ça pouvait aller jusqu'à la perte de l'emploi. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire me donne raison. Regardez sur les infirmières, tout le personnel médical, les aides-soignantes qui n'ont pas voulu se faire vacciner parce qu'elles étaient sur un consentement libre et éclairé, eh bien, on les a éjectées. Elles ont perdu leur emploi, mais perdu leur emploi sans indemnité. Elles ne sont même pas licenciées. Vous voyez, c'est des gens, mais qui sont discriminés de façon incroyable parce qu'elles ont refusé le vaccin. Or, écoutez, et ça c'est dans le cas des droits fondamentaux, c'est dans le cas des traités internationaux, si la personne ne veut pas se faire vacciner, qu'elle prenne des précautions, parce qu'on s'aperçoit maintenant, avec ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, que même si vous êtes vacciné, vous pouvez transmettre le virus. Donc la meilleure des garanties, c'est qu'elle fasse un test chaque fois par exemple, qu'elle venait à l'hôpital. Or ça, personne n'a voulu en entendre parler, et ces gens-là sont toujours pas en France, je parle parce qu'ils ont été intégrés ailleurs, mais en France, ils sont toujours pas intégrés. Donc, comment vous expliquez que les écologistes qui se sont illustrés souvent par un côté un peu libertaire, entre guillemets, on va dire que c'était l'aile libertaire de la gauche, comment ont-ils pu basculer dans une logique aussi autoritaire? C'est quoi le facteur explicatif de ce renversement culturel? Écoutez, il y a des choses sur lesquelles ils ont évolué et sur lesquelles ils ont été quand même dans le mainstream. Je pense que la pierre angulaire de tout ça, ça a été la politique de la peur. Qui a été, et là je l'avais démontré en Allemagne, parce qu'il y a eu une grosse enquête de Die Welt en Allemagne, qui a montré comment le ministre de l'Intérieur avait demandé aux chercheurs d'avoir les scénarios les pires. Et quand il intervenait à la télévision, il annonçait des chiffres incroyables, il disait que 70% de la population allait être infectée, qu'il y aurait des millions de morts. Et tous les soirs, mais en France on a eu le même cas, vous aviez le directeur général de la santé qui venait, il y a tant de centaines et de milliers de morts par jour. Donc, vous voyez, vous mettez votre population sous la férule de la peur. Eh bien, les Verts, ils ont été là-dedans. Ils ont eu peur par rapport à leur santé. Ils n'ont pas pris de recul suffisant pour dire, mais attendez là, est-ce qu'on pourrait avoir un débat avec plusieurs épidémiologistes? Est-ce qu'on pourrait regarder si ce Covid, enfin si ce virus entraîne combien de morts? Vous voyez que c'était autour de 0,55% ou 6%. Donc c'était pas panique à bord. Mais vous voyez, cette politique de peur a fait que les écologistes sont rentrés dans le mainstream. Et quand vous aviez des voix dissonantes, un peu comme la mienne, mais il y en a eu des tas d'autres, eh bien, la solution, c'était de les mettre, vous voyez, dans les complotistes, les gens qui étaient anti-vax. Alors que moi, j'ai jamais été anti-vax, mais je me pose des questions quand même. C'était quand même un vaccin sous condition. Donc je demandais des études, je demande la transparence sur les contrats, je demande que les labos nous rendent des comptes et les politiques qui nous rendent des comptes également. Est-ce que ça veut dire que le lobby, ce sera ma dernière question parce que vous êtes pressé, est-ce que ça veut dire que le lobby Pfizer ou Big Pharma
est plus puissant, plus corrupteur, plus persuasif que le lobby Monsanto ou le lobby nucléaire, puisque vous êtes illustré sur les affaires nucléaires, les écologistes sont très sensibles sur les questions de glyphosate et autres. Pourquoi dans un cas ils ont été capables de contester le narratif officiel et dans ce cas-là ils ne l'ont pas fait? Eh bien, parce que ça touchait à la santé directe. Vous voyez, il y avait le nombre de morts affichés. Donc c'était, vous voyez, par rapport à la radioactivité, ça met du temps. Vous voyez, quand on déclenche un cancer, tout ça. Là, c'était immédiat avec des images à l'appui. Donc vous voyez, ce sentiment de peur, il a été énormément exploité par le lobby pharmaceutique. Est-ce qu'il est plus puissant ou est-ce que les autres on est dans le moment présent où là, vous voyez, il y avait presque un dilemme entre la vie et la mort. Maintenant, les écologistes évoluent aussi parce que, méfiez-vous, vous voyez, moi je suis profondément écologiste. Même si j'ai été critiquée au sein de mon parti, je reste dans ce parti parce que les militants, par contre, m'ont beaucoup suivi, m'ont beaucoup épaulé. Vous voyez, ils étaient quand même sur le consentement éclairé. C'est ça l'ADN des Verts. C'est-à-dire que, vous voyez, on lutte par rapport au viol, on lutte. Et puis l'histoire nous a expliqué que, vous voyez, l'obligation vaccinale, c'est un geste qui est quand même très dur, quoi. Vous voyez, d'obliger quelqu'un à se faire vacciner. Alors peut-être que dans certains cas, comme les infirmières, ça peut se justifier sur des maladies infectieuses, contagieuses, etc. Mais là, il y avait quand même plein de doutes. Et je pense que les écologistes sont en train d'évoluer en se disant, mais maintenant qu'on prend du recul, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses dans notre démocratie sous le joug de la pandémie qui ont été balayées et qu'il faut reprendre le pouvoir. Et l'objectif de cette commission spéciale Covid, c'est justement pour remettre l'Église au sein du village. C'est-à-dire qu'il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des mesures d'urgence qui ont éliminé, voyez, le rôle du Parlement, qu'il soit national ou qu'il soit européen, sur le contrôle de l'exécutif. Et ça, c'est pas admissible. Et donc, il faut qu'on reprenne le pouvoir, nous, les députés, pour dire, en cas de nouvelle pandémie, attention, maintenons les structures de contrôle, maintenons des comités d'experts sans conflit d'intérêts et qui discutent avec les citoyens. Vous voyez, c'est pas les experts qui doivent décider, c'est pas les médecins qui doivent décider, c'est collectivement, avec une compréhension, avec une pédagogie, mais qui soit pas empreinte d'argent, de corruption. Vous voyez, il faut être très attentif à ça pour retrouver la confiance. Parce que moi, je suis persuadée que on peut vivre en société que si on a une confiance dans nos institutions et que si on ait des moyens de contrôle indépendants et citoyens pour répondre à leurs demandes. Il y a beaucoup de cases qui n'ont pas été cochées pendant cette pandémie. Et maintenant qu'on a un peu de recul, eh ben, il faut cocher les cases et organiser nos institutions pour qu'elles soient résilientes. Merci beaucoup, et puis bonne commission, et à bientôt, j'espère que vous nous redonnerez une interview. Mais avec plaisir.